Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Marie-Martine Schins. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ministre de l'Enseignement, CDH. Vous êtes aussi tête de liste à Herve, hein, c'est un peu loin de Bruxelles. Pas tête de liste, en milieu de liste. Ah, milieu de oui. liste. Hein. Oui, parce que vous êtes ministre et vous allez quand même le rester jusqu'au mois de mai. Alors, on va d'abord parler de ces manques à la rentrée scolaire. Parce qu'on peut dire que parfois on manque d'élèves, parfois on manque de classes. Et parfois, on manque de profs ou même de directeurs. On va commencer par ce cas un peu particulier dont on avait parlé sur BX1 le jour de la rentrée. Une petite école à Forêt, qui doit être la seule à Bruxelles, où on manque d'élèves. Il y avait très peu d'élèves, même en première primaire, il y avait un élève. Comment ça fonctionne normalement? On reçoit des subsides en fonction du nombre d'élèves. Oui, tout à fait. Ouais. Et ici, le cas que vous décrivez, c'est un pouvoir organisateur libre qui a une implantation très proche de l'implantation où effectivement il n'y a pas suffisamment d'élèves. À mon sens, c'est vraiment une responsabilité maintenant du pouvoir organisateur de travailler pour réfléchir à sans doute mettre ensemble les deux implantations, faire en sorte de mieux utiliser les différents locaux et d'arriver à une situation où on remplit cette école alors qu'ailleurs, on pleure peut-être après des places en maternelle ou en primaire. Donc c'est vraiment une responsabilité du pouvoir organisateur. Nous, en tant que Fédération Wallonie-Bruxelles, on soutient évidemment en subventionnant les écoles en fonction du nombre d'élèves et en subventionnant également aussi la création de nouveaux bâtiments. Mais ça, on pourra en parler par la suite. Oui, ce qui se fait à Bruxelles, effectivement. Alors, manque de classe, ça, c'est plutôt les premières secondaires, les effets du décret inscription. Mais comme chaque année, il y a des élèves qui se retrouvent sans école ou pratiquement sans école. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un chiffre? Quelle est la situation de ce jour? Mais cette année, on avait 2000 élèves de plus à inscrire en première secondaire. Et aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre. Il faut maintenant aller s'inscrire dans une école, même si ce n'est pas l'école des différents choix, parce que parfois, c'est même 3-4 choix qui n'ont pas été rencontrés. Et je comprends tout à fait que ça soit particulièrement dur à vivre pour les parents, pour les élèves qui ont fait ces choix, de se dire on doit changer d'idée, peut-être voir avec l'un ou l'autre ami qui est peut-être dans le même cas, si on peut aller ensemble dans une autre école. Ces personnes, évidemment, sont accompagnées à la fois par les services de l'administration, mais aussi par les réseaux eux-mêmes, qui ont des cellules pour conseiller par rapport aux différentes écoles qui sont encore disponibles à Bruxelles. Il y a 81 écoles où il y a encore de la place sur 108 à Bruxelles. Mais évidemment, ce ne sont pas les écoles qui ont été choisies en premier. C'est pour ça que notre rôle à la Fédération, c'est de travailler à renforcer l'attractivité de ces écoles qui aujourd'hui ne sont pas choisies. Comment? En retravaillant les projets pédagogiques, quand on est nous-mêmes pouvoir organisateur, en soutenant les réseaux pour améliorer ce qui finalement pose question dans l'école, mais aussi on doit également continuer à créer de nouvelles écoles qui, elles, répondent aussi à la demande des parents, au choix des élèves. Mais pour vous, donc, cette année, un peu, c'est la même situation que l'an dernier, au niveau même des s'il y a chiffres, 2000 élèves en plus, comme vous le disiez. Vendredi dernier, c'était les mêmes chiffres que l'année dernière à la même époque. Le décret inscription, est-ce qu'il faut l'adapter ou il faut le brûler, comme dit certains? Mais l'idéal, ce serait d'avoir suffisamment de place partout à Bruxelles, mais aussi ailleurs en Fédération Wallonie-Bruxelles, pour qu'on puisse à terme se passer du décret inscription. Mais ce décret permet une inscription pour tout le monde de la même manière, avec une grande transparence. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de retravailler peut-être ce décret. J'ai fait des propositions très concrètes au Parlement depuis janvier dernier, mais si on retravaille le décret, on doit le faire avec tous les partis autour de la table. Il ne faut pas avoir des va-et-vient en fonction des changements de majorité. On vote en mai prochain. Si on retravaille ce décret, on doit le faire ensemble, que ce soit maintenant ou au début de la législature prochaine. Ce ne sera pas pour la rentrée scolaire prochaine, non, ce sera pour la rentrée scolaire d'après. Oui, et dans tous les cas, il faut au minimum une année scolaire complète avant d'établir un nouveau système, parce que certaines personnes ont fait des choix en fonction justement des critères de ce décret actuel. Alors, j'ai un autre cas pour vous, c'est le cas d'un manque de directeur. C'est à l'école Eddy Merckx. On s'est rendu compte, l'école Eddy Merckx à Woluwe-Saint-Pierre, que là, ils n'arrivent pas à engager un directeur, et donc du coup, il y a une pénurie de profs. Qu'est-ce que là, la ministre peut faire? Vous intervenez dans ce dossier? En fait, c'est une école secondaire qui est organisée par la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Et quand on m'a informé du problème la semaine dernière, j'ai directement pris contact avec le bourgmestre, qui, c'est vrai, depuis un an, travaille avec son collège communal pour recruter un directeur. Il y a eu des appels à candidature qui n'ont rien donné. Donc j'ai proposé qu'on fasse une réunion ce jeudi. Personne ne veut être directeur d'une école. C'est quand même un bon job. Ils avaient des personnes qui n'avaient pas les bons titres. À un moment donné, on a décidé de se voir avec le collège communal et les services de l'enseignement de la commune elle-même ce jeudi à mon cabinet pour essayer de trouver des solutions, voire des solutions même transitoires peut-être, mais il faut un pilote dans l'avion, il faut un directeur dans cette école parce que c'est quand même ça qui permet de faire
fonctionner l'école, recruter les enseignants, que la rentrée soit préparée. Et c'est un peu la difficulté qui est vécue aujourd'hui dans cette école. Donc, je ne veux pas me substituer au pouvoir organisateur, mais on est là pour les soutenir. C'est pour ça qu'on a cette réunion jeudi. Mais quand on dit qu'il manque 20 profs dans cette école, c'est surtout parce qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Et je pense qu'il y avait un manque de préparation de l'année scolaire. Et cette année scolaire, elle se prépare depuis juin dernier. Quand vous voyez ce qui se passe dans les écoles, les directeurs, les équipes pédagogiques, elles sont en préparation longtemps à l'avance. Et ici, on se retrouve le nez sur le guidon, donc on va essayer de venir en soutien de ce pouvoir organisateur. Alors, parlons maintenant de ces problèmes de pénurie de professeurs dont on parle beaucoup, quand même, parce que ça concerne beaucoup d'élèves. Je vais vous faire écouter ce que Françoise Berthiaud disait à votre place la semaine dernière. Elle ne croit pas à vos solutions. Écoutez-la. Ce que je voudrais, c'est véritablement du concret qui nous ramène des profs dans les classes, parce que la ministre a un plan. La législature se termine au mois de mai. Il faudra que le gouvernement suivant s'installe. Je crains malheureusement qu'avant 2 ans, on ne voit rien changer, et ça m'attriste un jour de rentrée. Alors, est-ce qu'avant 2 ans, on ne verra rien changer? C'est sûr que non, parce que Mme Berthiaud a raison de dire qu'il y a un gouvernement, mais il y a aussi un Parlement. Et ce Parlement, il peut, en collaboration avec nous, venir avec des propositions de décrets qui sont plus rapidement applicables. C'est très technique, mais qu'un projet de décret qui, lui, doit subir 1 lecture, 2 lectures, 3 lectures au gouvernement. Ici, dans les propositions concrètes que j'ai mises sur la table, il y en a quelques-unes qui peuvent arriver vraiment très tôt. Alors, par exemple? Écoutez, il y en a qui sont déjà dans un décret qui est en négociation aujourd'hui avec les réseaux et les syndicats et qui va arriver très rapidement au mois d'octobre. Et ça, c'est le décret organisation du travail des enseignants. C'est les heures supplémentaires, par exemple? Que les enseignants qui sont volontaires puissent avoir tout le temps ou à certains moments de l'année des heures supplémentaires pour pallier la pénurie. Une autre proposition, donc ça veut dire que ça pourrait entrer en vigueur rapidement, durant cette année scolaire. Okay. Oui. Ou alors au plus tard, septembre 2019, en fonction de ce qu'on décide avec les syndicats et les réseaux. Ouais. Mais une autre proposition qui pourrait arriver durant cette année scolaire, c'est la valorisation de l'ancienneté pour les personnes qui viennent d'autres secteurs, qui ont fait 20 ans dans un métier, qui veulent enseigner, mais qui ont un frein, qui est un frein parfois de titre, mais aussi parfois d'ancienneté et donc de perte de salaire. Ici, cette mesure, elle est sur la table. On peut l'amener en proposition par la voie parlementaire et donc rapidement. L'autre proposition... Vous dites c'est aux parlementaires de travailler. Ah non, parce qu'on va préparer avec eux. Vous êtes un peu bloqué par le calendrier. Mais on a préparé les mesures. Donc elles sont travaillées, il y en a qui sont déjà rédigées sur la table. D'autres sont déjà négociées avec les réseaux et les syndicats. Ici, la manière de les amener, ça va être de les amener en concertation avec le Parlement. Évidemment, d'abord le gouvernement, mais peut-être d'éviter les 3 lectures et d'arriver à travailler un peu plus vite avec un Parlement qui, je le vois ici, Mme Berthiaud ne demande qu'à s'impliquer. Alors donc, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On espère qu'on verra donc moins d'endroits en pénurie en matière de professeurs. Au niveau du pacte d'excellence, parce que on se demande aussi quand est-ce qu'on en verra vraiment très concrètement les effets. C'est vrai que la rentrée dernière, on avait vu quelques effets avec mais les effets de cette rentrée sont encore plus clairs pour certaines Lesquels, personnes. Par exemple? Eh bien, les puéricultrices et les psychomotriciens ont maintenant, donc au niveau des psychomotriciens, ils sont tous concernés, un statut officiel. Ils n'ont plus des points APE qui étaient des statuts précaires. APE Région Wallonne, ACS ici à Bruxelles. Et les puéricultrices, c'est la même chose. Elles ont pour une grande partie un statut qui est un statut alors davantage stable, qui leur permettra d'être nommées, d'avoir une carrière stable. Ces personnes sont importantes parce qu'elles viennent renforcer les instituteurs maternels et c'était un des premiers enjeux du pacte, c'était d'investir 50 millions en maternelle. On avait, rappelez-vous, changé les dates de comptage et ça permettait diminuer les paliers de comptage, ça permettait d'avoir plus vite des enseignants quand on avait plus d'élèves en maternelle. Ici, on stabilise une fonction qui est vraiment importante. Deuxième élément qui est entré en vigueur, c'est qu'on a la première vague des écoles, donc 1/3 des écoles qui rentrent dans les plans de pilotage. Donc concrètement, on a 1/3 des écoles qui vont se mettre en chantier, se poser des questions sur leurs forces, leurs faiblesses, comment elles vont pouvoir, en équipe et pas uniquement le directeur, améliorer les choses en fonction de ce qu'elles connaissent de leur école. Améliorer donc sa propre réalité locale. Pour vous, c'est clair, ça démarre. Ah oui, les plans de pilotage, on a voté d'ailleurs au Parlement la semaine dernière les différents textes qui permettent de rentrer dans le concret des plans de pilotage. Alors, la semaine dernière, il y avait une affaire terrible, beaucoup plus grave que la pénurie des profs, c'était l'orthographe et l'accord du participe passé. Alors, supprimer les exceptions de l'accord du participe passé, c'est ce que propose le Conseil de la langue française et 2 grammairiens, Hout et Piron. Votre réaction, je vous propose 3 types de réactions. La première, simplifions. La deuxième, conservons. La troisième, hésitons. Alors, c'est laquelle? Alors, sûrement pas conservons. Je pense que la langue, et je suis prof de français, la langue évolue. Il faut pouvoir se poser des questions.
Et les questions, je trouve qu'elles sont pertinentes. Celles que Arnaud et Jérôme, j'ai d'ailleurs vu leur spectacle, La Convivialité, que je conseille à tout le monde, permettent de se poser les bonnes questions. Mais n'oublions pas quand même que nous sommes en Fédération Wallonie-Bruxelles, un îlot dans la francophonie. Donc une telle décision, elle ne peut, à mon sens, se prendre qu'en concertation avec d'autres espaces francophones. On a la France juste à côté, mais on en a d'autres également. Ils sont très mais conservateurs. Je pense qu'il faut au moins se poser la question. Et c'est ce qu'ils ont fait à la fois avec le spectacle, à la fois avec l'avis du Conseil de la langue française. Je pense que c'est à nous, maintenant, aussi d'y réfléchir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous vous rendez bien compte qu'on a énormément de chantiers, aussi bien avec le Pacte pour un enseignement d'excellence que pour la lutte contre la pénurie ou la création de places et de nouvelles écoles dans des zones en tension démographique. Et pour le moment, c'est vrai, c'est sur ces 3 chantiers-là que j'ai mis la priorité. Quel est le rôle de l'école dans la lutte contre le racisme ? Vraiment, au niveau de la lutte contre le racisme, c'est quelque chose qui doit démarrer très tôt et qui démarre avec, en fait, tout ce concept de vivre ensemble, qui est très présent dans les cours déjà en maternelle, qui est présent également dans le cours de philosophie et de citoyenneté, puisqu'on apprend à mieux se connaître soi pour mieux connaître l'autre et surtout pour mieux respecter l'autre. Ce sont évidemment des réflexions, des démarches qu'on doit continuer à amplifier, pour lesquelles nos enseignants sont formés dans leur formation initiale, mais proposer par exemple des formations continuées pour ces enjeux-là et pour vivre aussi avec l'évolution de notre société, pour pouvoir, comme elle l'a fait, le dénoncer, le dire. Je pense aussi que tout ce qui est éducation aux médias, qui fait d'ailleurs partie aussi du futur tronc commun, est un élément très important parce qu'il y a ce qui se passe dans la cour de récréation. On a des plans évidemment de lutte contre le harcèlement avec des budgets qui reviennent chaque année pour des appels à projets. Il y a ce qui se passe dans la cour de récréation, dans la classe, mais il y a aussi ce qui se passe et qui est finalement encore un écho amplifié sur les réseaux sociaux. Donc on doit travailler sur ces différents volets en même temps. Quand je vous entends, philosophie, citoyenneté, il y a 1 heure. Oui. 2 heures, ce serait mieux alors pour lutter contre le racisme. Mais je pense que par rapport à la lutte contre le racisme ou contre d'autres préjugés, contre les stéréotypes, on doit travailler ça dans différents cours. Bien sûr, il y a ce cours de philo et de citoyenneté, mais de manière transversale. Professeur d'histoire, professeur de géographie, professeur de français a évidemment toutes les raisons aussi, à un moment donné, de raccrocher ces valeurs importantes de respect dans son cours. Merci Marie-Martine Schins. Demain, un autre sujet, mobilité, avec Pascal Smet. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Merci.